De la France. Du Cameroun. Qui suis-je? Qui suis-je? Mais qui suis-je? Sur la Joss Radio. Alors, si tu devais te présenter sans parler de ton métier ou de tes études, que dirais-tu de toi? Je suis un jeune homme d'une trentaine d'années. J'ai 29 ans, pas encore 30 ans. Je suis né à Brest, en France. Je suis issu d'une famille de classe ouvrière qui est devenue une classe moyenne maintenant. J'ai 2 frères et sœurs, 2 parents. J'ai une famille dont je suis assez proche, j'ai pas mal d'amis aussi dont je suis assez proche. Hem et que je suis un humain, curieux. Je me présenterai comme ça. Je dirais que je suis une jeune personne, née en France et qu'en ce moment, je vis dans beaucoup de villes de France pour essayer de rencontrer des gens qui font de la médiation sur de la jeune création, mais j'ai envie de rencontrer plein de gens qui créent des choses et qui font des documentaires. Non, j'ai parlé de mon travail. Qui font des mais en fait, les documentaires, c'est aussi un peu, juste une manière d'enregistrer les gens qui est pas vraiment un travail, quoi. Ce que je dirais de moi, c'est que je suis une personne très patiente et une personne qui ne se presse pas trop, qui laisse la vie suivre son cours. Et c'est tout. Je suis un rat de bibliothèque. J'aime le sport, la nourriture et beaucoup cinéphile. C'est tout. Est-ce que tu te sens appartenir à une seule culture ou à plusieurs cultures à la fois? Je pense que je fais partie de plusieurs cultures, mais pas au sens, je dis pas au sens national ou ethnique. C'est par exemple, j'ai grandi dans une maison qui est en banlieue de Brest. Donc tu vois, c'est dans ce qu'on appelle un lotissement, donc c'est du béton avec, plein de petites maisons qui se ressemblent toutes les unes autour des autres et c'est ni vraiment à la campagne, ni vraiment à la ville. C'est, ouais, et donc je pense que j'appartiens à une culture que je dirais, française, globale. Tu vois, je suis breton, mais je parle pas breton, par exemple. Je suis breton, mais je sais pas, danser le fest-noz, qui est la danse traditionnelle bretonne. Je connais, je sais dire Bloavezmad, genre joyeux Noël, et Kenavo qui veut dire, au revoir. Mais, sinon j'ai aucune notion de la langue bretonne et je me sens pas breton. Enfin, au sens, quand les gens disent, «Il faudrait que la Bretagne soit indépendante, qu'elle s'autodétermine» et cetera, ça me parle pas tant parce que je la considère pas comme ma nation, la Bretagne. En fait, je crois que j'ai beaucoup de mal avec la notion de nation et donc je me considère pas, appartenir à la nation française non plus, même si je sais que je suis français, tu vois ce que je veux dire? Et je retrouve des archipels culturels, comme ça, des gens qui partagent mes valeurs un peu partout en France, où j'ai vécu en Espagne aussi un moment. Des gens qui partagent une curiosité, qui partagent un intérêt pour les autres et en même temps pour la pratique de l'art aussi, je pense que c'est important. Donc ma culture, elle est plutôt là et parce qu'après dans mes pratiques culturelles, moi depuis que je suis enfant, j'écoute énormément par exemple de musique latino-américaine. Je pense que j'ai plus écouté de musique, de la salsa, de la samba brésilienne, de la musique de Cuba, que, on entend des gens dehors dans la rue, que de la musique bretonne. Ouais, je me reconnais beaucoup plus dans la musique qui danse, dans la musique où on fait chalouper le popotin que dans la musique bretonne très droite où on est tous serrés les uns contre les autres, par exemple. Heu, voilà, j'ai beaucoup regardé de films, américains, j'ai beaucoup écouté et puis j'ai fait à un moment des percussions, d'Afrique de l'Ouest, hem et ça m'a beaucoup plus parlé que ce qui est censé être ma culture, sens là où je suis né, quoi. Donc voilà, je pense que j'appartiens pas à ces cultures pour autant. J'ai un peu un fantasme que je serais un passager ou un vagabond, j'aime bien, il y a Achille Mbembe qui dit ça, qu'on est un peu tous des vagabonds et des passants. Je trouve que c'est joli comme image mais la réalité, c'est que je suis sorti très peu de mon pays. Heu, je suis allé en Espagne, je suis allé un peu au Sénégal, mais toujours de manière très ponctuelle et j'ai jamais vécu très longtemps avec une autre culture, où j'ai jamais, été vraiment confronté à une réelle altérité, quoi. J'ai envie de dire, je suis curieux d'autres cultures, mais je sais pas à laquelle j'appartiens. Plusieurs cultures à la fois, ça c'est sûr.
De la musique que j'écoute, des livres que je lis, des films que j'ai vus. Enfin, j'ai pas grandi dans une famille où on a un héritage culturel très unifié. Il y a plein de choses qui traversent, quoi. Je me sens appartenir à plusieurs cultures à la fois. Du fait que je suis, j'ai un double mélange culturel, si on peut dire comme ça, avec un père Sawa, une mère Akonolinga. Je crois que je me sens à l'aise partout. Si on va du côté du Sénégal, parlant de gastronomie, il y a plein de menus là-bas qui ont des similitudes avec celui-ci. Parce que le fait de découvrir qu'il y avait des menus semblables aux nôtres dans d'autres pays, ça m'a un peu donné quelques liens d'attache là-bas. Alors moi, je ne me considère pas comme le fils d'un endroit ou bien d'un espace, mais comme un fils du monde en fait. Parce que déjà, mes parents, ils n'ont pas une origine fils. Mes deux parents sont métis. Ma mère, elle est de l'Ouest, des deux côtés de l'Ouest, Bamoun, Bamileke. Mon père, c'est la même chose. Et puis, quand on regarde même les origines du Cameroun, les origines des tribus du Cameroun, on constate que certains venaient de l'Est d'Afrique, de l'Égypte, du Sahara. Donc, en gros, moi, je suis un métis d'Afrique. Est-ce que rencontrer des personnes différentes de toi t'a déjà changé dans ta manière de penser ou de vivre? Ouais, et ce qui est drôle, c'est que quand on pose cette question de la différence, on pense direct, voilà, je suis une personne blanche, rencontrer une personne, noire ou une personne qui est née autre part, ça va me changer. Moi, la première personne différente de moi qui m'a changé, c'est ma grand-mère. Parce que, on avait, ben, 50 ans d'écart et j'ai vécu avec elle pendant 2 ans et en fait, elle était très différente de moi parce que c'est une personne, par exemple, qui a grandi sans internet, sans la télévision, avec, toutes les chaînes, qui a grandi dans une maison, un appartement tout petit, où il vivait à 7 dans l'équivalent de mon salon actuel, hem et donc de vivre avec cette personne qui s'appelle Josiane Nicolas, que je salue, et ben, ça m'a vraiment beaucoup changé sur sa vision du monde, comment elle, son rapport aux autres, son rapport au travail aussi qui était complètement différent du mien. Elle a commencé à travailler quand elle avait 16 ans. Moi, j'ai commencé à travailler quand j'en avais enfin à travailler, avoir un travail vraiment à temps plein où je m'investis et cetera, pas un travail que alimentaire, je veux dire, quand j'avais 25 ans. Donc on n'a pas du tout le même rapport aux gens, aux autres, à la musique aussi. C'est quelqu'un qui écoutait de la musique, en vinyle, tu vois? Et elle avait 3 albums et elle écoutait toujours les mêmes 3 albums. Elvis, je sais pas, Adamo, Sardou, enfin bref, de la chanson française et de la chanson américaine. Alors que moi, j'ai toujours été connecté au monde entier, quoi. Et alors, ouais, c'est la première personne différente qui m'a vraiment changé. Et puis, puisque j'ai fait la plus ancienne, je vais faire la plus récente. Récemment, j'ai vécu, en tout cas, j'avais un ami proche qui était le fils adoptif, d'un autre ami, qui s'appelle Ali, qui est sénégalais d'origine. Et et en fait, de le fréquenter, mais intimement, c'est-à-dire, pas seulement de le rencontrer comme ça m'a aussi, changé. Par exemple, il a un rapport, aux femmes, il a un rapport au travail et surtout aussi à l'attachement aux autres. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'amis proches, dont je suis proche depuis 10 ans, 20 ans et lui, Ali, il a énormément de relations. Je sais pas, son Snap, est rempli de centaines de gens différents à qui il parle tous les jours ou à qui juste il envoie une flamme et cetera. Parce qu'il est migrant, parce qu'il a vécu à Marseille, à Paris, à Rennes, à Brest, maintenant il est à Plouguerneau, mais il sait qu'il va pas y rester. Il a un rapport au monde et aux déplacements et aux gens qui est complètement différent du mien et je pense que ça m'a déplacé et ça m'a interrogé sur, ce que ça voulait dire être attaché aux gens, ce que ça veut dire, aussi, être de quelque part. Je pense que finalement, lui comme moi, on est plutôt attaché à des gens et à des coutumes, à des relations, qu'à un territoire ou qu'à un paysage en particulier. Oui, je pense. Ah, j'ai pas d'exemple, mais c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Des gens qui balancent une référence, d'un truc philosophique, qu'ils ont lu et qu'on y pense ensemble, ça fait tout de suite, enfin, c'est sûr que ça fait changer, plein de choses sur comment on avait pensé auparavant ou
Ouais, ou des gens qui parlent de trucs qu'ils ont vécu. Je dirais oui et non. Oui, dans le sens que forcément, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes comportements que moi, il y a des gens qui sont différents de moi. Et quand je vois quelque chose qui est bien, ou bien que je peux copier chez l'autre pour m'enrichir, et ben je le fais. Non, parce que dans ma vie, j'ai des principes. Ici, mes principes ne vont pas, n'obéissent pas aux principes de l'autre, je ne les copie pas. Je peux dire oui, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Parce que lorsque j'apprends, en fait, quand je suis avec l'autre, en fait, j'apprends beaucoup, hein. Je me rends compte que j'ai des limites. Ça me permet aussi de vivre à société, de ne pas être surpris, en fait. Je suis une tabula rasa et je m'enrichis quand je suis en face de quelqu'un de différent de moi. L'écrivain Moutlan, j'ai travaillé dans une même boîte que lui. Je peux dire que je faisais les stages là-bas. En 3 ans, je n'ai jamais su que c'était lui. Sauf une année où j'ai fait une bêtise et on m'a dit, le lendemain, mon oncle m'a dit, tu vas voir ce monsieur à la fin. Et lorsqu'on discutait, j'échangeais avec le monsieur. Il me dit, toi, tu veux devenir écrivain? J'ai dit oui. On discute, on discute. Il me donne le nom de son premier livre. J'ai dit, attends, mais c'est Moutlan qui a écrit ce livre. Je pars sur l'IA, je tape qui a écrit ce livre. On me dit Moutlan. Après, je dis, mais attendez, c'est vous, Moutlan, dont j'attends Daniel Yango parler. Daniel Yango, c'est une écrivaine camerounaise. C'est la nièce de Kotobas, un ancien artiste camerounais. J'ai dit, ah, mais je peux pas dire que j'ai pas cru, mais j'étais un peu ébahi parce qu'on parle de lui, mais il est humble, il salue tout le monde, il ne fait pas le tapage contrairement à d'autres écrivains ou artistes. Quand ils arrivent, on sait que non, c'est eux. Pour lui, et je l'avais dit, monsieur, excusez-moi, je vous imaginais pas vous voir comme ça en face, si humble, cool, il cause avec tout le monde, il donne les conseils. En fait, il m'a dit le jour-là qu'écoute, mon petit, tu ne peux pas vendre le savon et on parle de toi plus que le produit que tu vends, en fait. Vraiment, ma rencontre avec Boudlon m'a beaucoup changé. Ça m'a fait descendre d'un cran, si je peux dire ça comme ça. Dans le monde actuel, qu'est-ce qui rapproche les gens et qu'est-ce qui les divise? C'est marrant, j'ai envie de dire, pour les deux, ce qui les rapproche et ce qui les divise, c'est les intérêts. Je pense il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à être avec d'autres gens, ne serait-ce que les collègues de travail. Et c'est aussi ce qui les divise, parce que il y a des boîtes, des entreprises où si tu te dis, en France en tout cas, combien tu es payé, direct ça va te mettre en concurrence avec ton collègue. Tu vas avoir tel avantage ou tel autre, C'est aussi là-dessus que jouent, les réformes sociales ou les gouvernements en disant les cheminots, donc ceux qui s'occupent des trains, ils ont, plus d'avantages que tel salarié du privé, par exemple. Je pense que ça les intéresse, ça divise, ça et ça rassemble. Ce qui rassemble aussi, je pense moi, c'est passer du temps de qualité avec les gens et je suis assez persuadé depuis des années, j'ai travaillé dans un lieu à une époque où ce qui était central pour rassembler les gens, c'était la bouffe. Moi, je suis persuadé que pour rassembler les gens, il faut avoir un bon cuistot dans son équipe ou une bonne cuistot. Enfin, faut avoir quelqu'un qui fait de la bonne bouffe et qui est capable d'apprendre à faire la bouffe aux autres et de faire de la bouffe pour plein. Et je pense que c'est pas pour rien que à une époque où dans les villages en France ou en Bretagne, on était très fédérés, on avait plein de plats en sauce très riches qu'on pouvait manger pendant des semaines. Je parlais d'Ali tout à l'heure, le yassa ou le mafé, c'est des plats souvent que tu fais pour plein et tu convoques des gens. Ici, on a le kika farce et ma grand-mère savait le faire, elle m'a transmis la recette. J'ai des colocs marseillais qui sont arrivés il y a pas longtemps et qui m'ont ramené une super recette de poulet aux 40 gousses d'ail que je vous recommande fortement ou même la bouillabaisse. C'est des plats comme ça, où, souvent en viande, où tu as la viande qui arrive et tout le monde pendant 3 4 jours travaille à faire le repas, puis repasse 3 4 jours à manger ensemble ce repas-là et donc je crois que s'il y a bien, ouais, un truc humain qui rapproche, c'est ça et ce qui divise donc, c'est le manque de temps. C'est-à-dire que évidemment, tu peux pas passer 8 jours à faire, un kick farce, si tu dois aller bosser, enfin toute la journée, si tu as pas de week-end, si tu as pas de temps libre, si tu as pas de vacances. Moins on aura de temps, plus on sera divisé à mon sens. Je pense qu'il y a des trucs simples qui rapprochent les gens, des trucs vraiment très du quotidien, comme manger ensemble, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui les divise? Ça va être dès qu'on prend du recul sur des questions qui nous, je sais pas comment dire, mais des questions qui nous touchent pas forcément et donc du coup auxquelles on a des réponses un peu détachées du concret
ben, on fait des projections qui sont en contradiction, et donc ça nous met en conflit, je dirais. La politique. Dans le monde actuel, ce qui rassemble les gens, je dirais plus les jeunes, je parlerais des tubes de la musique, de la mode. C'est ça que je dirais. Et ce qui les divise, je parlerais forcément de l'argent, de la jalousie. Alors pour moi, ce qui rapproche et divise les gens, il y a 4 choses qui rapprochent et qui unissent. Ça paraît utopique. Il y a d'abord l'argent, la religion, les valeurs et l'intérêt. Nous sommes dans un monde en pleine mutation où ce qui peut unir certains, il faut avoir l'intérêt. J'ai quel intérêt quand je reste avec toi? Est-ce que tu as l'argent? Chacun cherche sa stabilité. Certains n'aiment pas seulement donner, ils aiment aussi recevoir. Il y a certains qui aiment donner, mais qui aiment aussi recevoir. Donc, en fait, c'est une relation de gagnant-gagnant. Il y a la réciprocité. Parfois aussi la religion, parce que quand on a un même intérêt religieux, on a des mêmes valeurs et tout, on se dit, bon, je peux vivre avec lui, je peux partager certains de mes secrets. Mais si, par exemple, nos religions sont diamétralement opposées, je vois pas l'intérêt pour rester avec toi. Donc, pour moi, c'est ces 4 choses qui peuvent unir les gens et les diviser en même temps. Les valeurs aussi, oui, je prends le cas par exemple, si tu es par exemple de Brest ou de Lille, vous avez par exemple votre façon de faire qui n'est pas la même par exemple à Monaco. Ça va être difficile pour un Bamoun d'aller par exemple chez les Sawa et tout parce qu'ils n'ont pas la même valeur. Vous voyez, c'est pour ça que ces derniers temps, si on constate qu'il y a une difficulté de voir des mariages interethniques, ce qui peine à l'intégration nationale. Si le Cameroun était une personne que tu n'as jamais rencontrée, comment l'imaginerais-tu? J'imagine un homme en premier. Après, j'imagine un homme assez jeune, même jeune. Je pense pas qu'il a, dans ma tête, il a une vingtaine d'années. Il est assez grand, il est rapide. euh, et j'imagine avec un regard avec des étoiles dans les yeux, quoi. Il a des envies de liberté, je pense. Et voilà. Et il s'active, il bouge. Mais je pense que, comme je connais pas du tout le Cameroun, et que j'en ai que des images par les médias et parce qu'on m'en a raconté, je pense que c'est quelqu'un, si je devais le rencontrer et lui parler, quoi, j'aurais du mal à le cerner. J'aurais du mal à savoir par où commencer. Quelle question poser en premier, comment le saluer déjà. Une personne, je l'imaginerais en train de rire et de faire des blagues, je pense. J'imagine ce rire un peu gras qu'ont les papys de l'Afrique quand ils racontent des blagues ensemble. Un truc comme ça. Si la France était une personne que tu n'as jamais rencontrée, comment l'imaginerais-tu? Comment je l'imaginerais? Alors, j'aimerais que ça soit une femme douce, une femme qui a eu un vécu assez long et ouais, pour pouvoir nous raconter son parcours, nous édifier. Une personne sincère qui dit la vérité, qui est altruiste, sans intérêt, philanthrope, c'est ce que je dirais. As-tu l'impression que le Cameroun est un pays proche de toi ou très lointain? Ça, c'est le paradoxe des pays qui ont une histoire compliquée avec la France, je veux dire, du fait de la colonisation. C'est-à-dire que le Cameroun, j'en ai beaucoup plus entendu parler que la Tanzanie ou le Kenya ou la Centrafrique. Donc j'ai l'impression. Et puis en France, on a des gens qui sont issus de la diaspora camerounaise, des artistes que je connais, que j'écoute. Ouais, voilà, rien que le fait que tu me tendes ton micro, ça fait qu'il y a un lien entre la France et le Cameroun, et je pense qu'on ne se serait pas rencontrés sinon, tu vois. Donc il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est un pays qui est plus proche que d'autres. Et en même temps, je sais objectivement qu'il est très loin. Mais tout à l'heure, je disais que j'avais des choses culturelles qui me venaient de plusieurs pays différents, mais j'avoue que le Cameroun n'est pas partie de ces pays. Je pense que je connais des choses, je sais pas, sur sur l'Amérique du Sud, sur l'Algérie ou sur, j'en sais rien, l'Angleterre, mais pas tant le Cameroun. Je suis sûre que j'ai déjà entendu de la musique camerounaise. Et là, je suis en train de penser au film Soundtrack to a coup d'État, où il y a plein d'histoires sur le rapport entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, mais j'ai pas de choses très précises en tête. As-tu l'impression que la France est proche de toi, même à distance ou plutôt lointaine? Ah, j'ai l'impression que la France, elle est proche de moi, vu que je suis déjà à l'Institut français.
À la médiathèque, je rencontre plusieurs Français. Je lis les ouvrages des auteurs français. Je fais des recherches sur ce pays, même chaque jour. Nous sommes aussi en contact avec des professeurs, oui, des professeurs de la Sorbonne, qui donnent souvent des conférences à l'université. Donc, je dirais que je suis proche de la France et non loin d'elle. Non, je dirais que la France est proche de moi parce que déjà ma langue maternelle, c'est le français. Puisque si on définit langue maternelle par langue de socialisation, c'est le français. J'ai grandi dans un endroit où j'ai pas dit bonjour en langue locale, mais c'est avec le français. Je suis francophone, je suis francophile. J'aime la littérature, je lis plus en français. Donc je pense que la France n'est pas proche de moi, mais je suis proche de la France. Est-ce que tu penses que l'on se construit aussi grâce à des endroits où on n'est jamais allé? Ouais. Oui, mais rien que parce que ça ouvre l'imaginaire. En fait, souvent on dit que les Bretons, jusqu'au 19e siècle, la Bretagne, en tout cas le Finistère, on est enclavé par une grande forêt qui s'appelle la forêt de Brocéliande. Et donc jusqu'à très tard dans l'histoire, les Bretons étaient très enclavés dans ce qu'on appelle presque une île, quoi, une presqu'île. Et même à l'intérieur du territoire breton, certaines personnes qui habitaient par exemple sur l'île de Ouessant, qui est une toute petite île, n'allaient pas, si tu habitais au sud de l'île, tu n'allais pas au nord de l'île rencontrer les autres habitants qui étaient déjà tes ennemis à l'échelle d'une île dont tu peux faire le tour en 1 heure. Et donc les Bretons étaient réputés très fermés sur eux et assez peureux de l'altérité. C'est pour ça qu'on avait aussi plein de légendes de faut pas aller dans telle pluie, tel endroit, telle chose qui va être dangereuse si on sort de notre village, quoi. Et en fait, aujourd'hui, grâce à tous les réseaux, Internet, etc., les livres et tout, j'ai l'impression que on a en tout cas le sentiment de pouvoir aller loin, de pouvoir découvrir d'autres gens, de pouvoir écouter d'autres gens, d'autres manières de penser. Et qu'en fait, ça permet de grandir, de s'ouvrir et de penser le monde autrement, quoi. En solidarité ou en tout cas ça te permet de te poser des questions sur qui tu es et comment tu vis, quoi. Tout à l'heure, on avait une conversation hyper intéressante sur le biocharbon ou le biogaz, tu vois? Ben, c'est hyper intéressant de voir qu'au Cameroun, vous inventez des solutions qu'on n'aurait même pas, imaginées ici, et qui sont des solutions qui peuvent, par contre, nous aider ici pour régler des problèmes qu'on a aussi de gestion des déchets, de gestion de l'énergie, et cetera, machin. Et je crois que plus il y aura d'échanges entre les cultures, entre les territoires, et cetera, plus chaque, île de l'archipel humaine s'enrichira, en fait. Moi, mon imaginaire, il est beaucoup ouvert par des choses qui sont très loin de moi géographiquement et aussi par des pays et des contrées qui n'existent même pas parce que comme je suis conteur, je passe beaucoup de temps dans l'imaginaire et le fait de lire des récits de science-fiction, par exemple, qui se passent, dans 1000 ans ou des récits de traditions ancestrales, aborigènes, donc qui viendraient d'Australie, bah, ça ouvre aussi le champ de la sagesse humaine, quoi. Ça te grandit par plein d'expériences humaines qui sont vécues ailleurs ou qui seront vécues bientôt. Bah, je pense à tous les lycéens qui ont redécouvert Che Guevara et qui se sont construits sur des trucs politiques grâce à grâce à juste l'histoire d'un pays qui n'est pas le leur. Enfin, c'est sûr qu'on a des infos qui nous arrivent d'autres endroits et qu'on se sent des fois super investis de savoir ce qui se passe ailleurs, quoi. Ouais, je pense qu'on peut forger ici voilà grâce aux endroits qu'on n'y est jamais allé. Parlons de la Chine. D'après ce que je connais de son histoire, elle n'a pas commencé juste à se construire maintenant. 40 ans avant, elle était un pays pauvre, sans rien. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous voyons qu'elle est première puissance économique. Donc, copier leur stratégie, leur façon de penser, ça pourra améliorer la façon de penser d'une personne. Bien sûr, grâce au rêve. Puisque lorsqu'on est motivé, lorsque moi je prends le cas, il y a parfois je suis couché et puis je me vois à la Sorbonne, je me vois à RFI, je me réveille directement parce que j'ai ce rêve-là. Présenter le journal du 20h à la CRTV, animer une émission à RFI, faire des grandes enquêtes sur France 24, rien que le fait d'y penser, ça me coupe le sommeil. Parfois même quand je révise le Coran, je baisse souvent les yeux, je vais un peu somnoler, je dis bon, il faut que je prenne une sourate. Je m'imagine à la Mecque, en train de faire un prêche et tout, et ça me motive. En fait, c'est le rêve qui alimente. Si tu ne rêves pas, c'est que tu n'es plus en vie. Si tu t'imagines que bon, je serai là-bas, je serai là-bas, je serai là-bas, ça te booste pour travailler en fait. En fait, c'est comme une drogue spirituelle pour moi. Le fait de penser que j'y suis jamais y allé, du coup, je dois me donner fonds et moyens pour y arriver. Pour moi, c'est ça. Si tu pouvais inventer un monde idéal pour les jeunes, à quoi ressemblerait-il?
Bah, déjà, un monde idéal pour les jeunes, je pense qu'il n'a pas de frontières, a priori. En tout cas, il n'a pas de frontières fermées. Je pense que c'est hyper important. C'est un monde de libre circulation, déjà. Je pense que c'est la première chose. Un monde idéal pour les jeunes, puisque c'est quand même l'actualité, ce serait un monde aussi où on aurait trouvé quelques solutions pour la crise écologique, qui personnellement, moi, me fait très peur pour l'avenir. J'espère quoi que le monde de demain restera accueillant, ne serait-ce qu'en termes de conditions de vie. Et un monde idéal pour les jeunes, parce que voilà, c'est la tradition marxiste avec laquelle j'ai grandi. Je dirais que c'est un monde où on partage les moyens de production et donc où personne, évidemment, ne meurt de faim, ne meurt de maladies infantiles. Chacun peut évoluer dans la vie selon ses besoins et donc ne plus se poser les questions de sécurité, de nourriture, d'insécurité aussi affective, et puisse chacun, dans son coin et comme il veut, s'épanouir et s'émanciper, quoi. Je pense qu'il serait plus local. Enfin, pas le monde entier, mais qu'on arriverait à faire des choses en groupe un peu plus resserré pour mieux se parler aussi. Bon, je dirais pas que ça sera utopique, mais mon monde sera un monde sans religion, sans divertissement. Parlant de divertissement, je fais plus référence boîte de nuit. Bon, les divertissements inutiles. Ça sera un monde de paix, un monde où toutes les races de jeunes, blancs, noirs, rouges, pourraient se retrouver, parler sans toutefois se sentir rejetés ou écartés. Ben, un monde idéal pour les jeunes, c'est un monde où on ne dort pas. Puisque je pense que c'est le sommeil. Le sommeil tue beaucoup les jeunes. Le sommeil physique et le sommeil spirituel. On est beaucoup endormi, on n'a pas l'information. Et ça, c'est à tous les niveaux. Vous voyez, même en fac, parfois quelqu'un arrive, c'est là, il constate que bon, ici, on compose. Il est connecté, mais il n'arrive pas à lire tous les messages. Si vous êtes dans un groupe WhatsApp d'une amphi à l'université, à peine vous faites un petit débat, il y a peut-être une dizaine de personnes qui vont se fâcher parce qu'ils vont juger que 300 messages, c'est beaucoup dans un groupe. Et c'est comme ça qu'ils perdent l'information. En Mauritanie, par exemple, il y a une tribu là-bas où ils sont extrêmement intelligents, mais alors on ne peut pas connaître parce qu'ils sont arabophones. Que ce soit en mathématiques ou en poésie, ces enfants-là mémorisent. Quand on voyait ces gens-là, ils ont des yeux un peu bizarres, c'est parce qu'ils ne dorment pas. Cette tribu existe. La plupart là-bas, 10 ans, ils ont déjà mémorisé le Coran. Imaginez-vous, un enfant de 10 ans, il a tout un livre, aucune faute, avec des règles grammaticales qu'il respecte. Vous imaginez, pour moi, un monde idéal pour les jeunes, c'est un monde sans sommeil. On travaille, on travaille, on travaille. Et un monde altruiste. Parce que de nos jours, la jalousie détruit beaucoup de jeunes. Si on regarde la société camerounaise, il fut une année où, s'il y avait 100 morts juvéniles, dans les 100 là, 50, je dis 50, 70, c'était pas empoisonnement. Parce que l'autre âge n'est pas, l'autre âge n'est pas. Ou je dis quelqu'un a une opportunité, s'il ne veut pas profiter, il ne va pas partager. Un monde idéal pour les jeunes, un monde sans sommeil et sans jalousie. Un monde altruiste et philanthrope. Quand et où est-ce que tu te sens pleinement toi-même? En fait, je crois que la vraie réponse, c'est quand je suis seul, tout seul. C'est-à-dire quand je suis... Là, dans ma vie actuelle, je suis très entouré de plein de gens tout le temps. Et il y a pas longtemps, j'ai eu l'opportunité de m'isoler vraiment et d'être une soirée, puis même plusieurs jours, vraiment seul. Et donc de pouvoir faire ce que j'avais envie, à l'heure que j'avais envie, sans aucune contrainte sociale. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai pas de... Et donc je devais rien à personne. Et pendant 24 heures, j'ai pu manger alors que je voulais, dormir alors que je voulais, contacter des gens ou pas, tu vois? Et cette liberté-là, là, je pouvais vraiment être moi-même. Et ce qui était étonnant, c'est que j'ai pas changé grand-chose à mon quotidien normal. Tu vois ce que je veux dire? C'était une journée un peu comme les autres. Simplement, je me sentais vraiment libre et j'avais de compte à rendre à personne. Je me sens vraiment moi-même quand je suis entouré de ma bande d'amis que j'ai depuis des années, avec qui je peux être vraiment moi-même sans aucun jugement. C'est des gens qui ont mon âge, avec qui on a grandi et souvent on part ensemble, en voyage ou quoi, et avec cette bande-là, je me sens vraiment moi-même et je sens aussi que je peux grandir. C'est ça qui est hyper cool, c'est qu'il y a beaucoup de groupes sociaux où tu sens que tu es toi-même, mais qu'il faut que tu sois à la place qu'on t'a assignée. Et avec ce groupe-là, je peux être moi-même et changer et devenir quelqu'un d'autre et ça posera de problème à personne.
Je pense que c'est quand on se prépare pour faire à manger, pour organiser des fêtes avec des gens que je connais. Quand je suis avec des gens dont je suis proche et qu'on prépare, ça peut être dans plein de maisons différentes, mais les maisons des gens, les maisons de mes amis, quand on se prépare pour être ensemble, quoi. Je dirais c'est généralement la nuit, dans ma chambre, quand je suis seule dans le silence. Je me sens moi-même vu qu'il y a... Je me sens libre, ouverte. Je ressens pleinement les émotions qui passent. Et c'est à ce moment que je me sens moi-même. Hein. Quand je suis devant un micro, quand je suis dans un endroit, il y a les livres comme par exemple comme ça. Je me sens moi-même devant les masterclass quand je suis en face des exemples des gens que je me dis que demain je pourrais être comme eux, comme vous par exemple. Là, je me sens moi-même. Je me dis oui, je suis pas venu au monde pour rien. Mon père n'a pas perdu son temps m'envoyant à l'école pour rien. C'est dans ces instants-là que je me sens moi-même. De la France, du Cameroun. Qui suis-je? Mais qui suis-je? Sur la Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous.